premier tueur en série de la Caraïbe, rejugé en sa présence. Il s'agit d'un braqueur, d'un violeur, d'un meurtrier, d'un membre de gang de narcotrafiquants. Par le passé, il s'est vanté d'avoir commis 10... L'homme le plus redouté des Caraïbes, le premier tueur en série de la région, Ketron Fortune Dikuchi, sera jugé en chair et en os ici en Guadeloupe. 2 procès, une sécurité maximale et une question. Pourquoi juger un tel homme en Guadeloupe? Parce qu'en théorie, tout aurait pu se dérouler en métropole avec des infrastructures plus rodées, mais les autorités françaises ont insisté. Les crimes ont été commis à Saint-Martin. Les procès doivent avoir lieu ici, à Basse-Terre, pour rendre justice sur place, devant les familles, devant la population concernée. Mais alors, est-ce qu'on a vraiment les moyens de sécuriser ce procès? Est-ce que nos dispositifs locaux, même renforcés par le GIGN et le RAID, suffiront face à un homme qui s'est déjà évadé, qui a déjà tenu en échec plusieurs systèmes pénitentiaires? C'est la grande question qui circule dans les couloirs, entre fierté de montrer que la justice locale est capable et peur de ce que ça peut coûter en cas de défaillance. On n'a pas chaléré quoi à autant. Yo ka fait bougla ça venir en Guadeloupe, c'est pour yo pe ça fait procès. Yo rapproché de Saint-Martin parce que c'est les là fait bon cas tout bonnement. Il tué 17 moun, mais yo rapproché de Saint-Martin parce que ni victime à Saint-Martin, comme ça c'est moun Saint-Martin là qui peut venir en procès là en Guadeloupe. Mais moi même sans ka dit, l'on vérifier si dans. Faut pas ce moun là qui veiller là ka dormir. Faut yo ka faire roulement 24 heures sur 24 heures. Parce que Vermin là, ça ouvre là. Monsieur là, il fait partie des gangs, il fait partie des mafias. Pas garder comme ça. Le 10 septembre 2025, un détenu pas comme les autres a foulé le sol guadeloupéen. Ketron Fortune Dikuchi, 47 ans, grenadien, trafiquant et tueur en série présumé, transféré depuis la prison de très haute sécurité de Vogue aux Pays-Bas. L'objectif, être rejugé en personne à Basse-Terre du 22 septembre au 1er octobre 2025 pour 3 meurtres attribués, dont celui d'Angélique Chauviré à Saint-Martin en 2006. En 2020, il avait été condamné par défaut à 30 ans de prison, en 2022 à la perpétuité, mais il n'était pas dans le box. Cette fois, les familles pourront le regarder en face. Pour la sécurité, relais entre autorités néerlandaises, GIGN, RAID, isolement au centre pénitentiaire de Bemao, transfert sécurisé en hélicoptère vers le palais de justice. Une logistique inédite pour un profil jugé extrêmement dangereux. Son parcours, une évasion spectaculaire en 2016 lors d'une visite médicale à Saint-Martin, une cavale de 18 mois, une arrestation armée à Saint-Kitts en 2017, puis la perpétuité côté néerlandais pour un double meurtre commis pendant sa fuite. Dans cette vidéo, on monte surtout dans l'un des dossiers criminels les plus explosifs de la Caraïbe. Ketron Fortune Dikuchi, grenadien, à Saint-Martin, s'impose comme une figure de gang. Yaskouchi, il est âgé de 48 ans, originaire de l'île de Grenade. Il est accusé de 2 assassinats et d'un féminicide en 2006 à Saint-Martin. Il a violé et tué Angélique Chauviré. Il s'est lui-même vanté d'avoir tué 17 personnes avec une réputation de chef impitoyable. Sa réputation le précède. Réseau, intimidation, un leader négatif, dyslexie, charismatique mais destructeur. 2 dossiers, 2 semaines d'audience. Le premier, il s'agira du double homicide de Jomo en 2005 et de Gilbert Hayman en 2006. À partir du 22 septembre, Ketron sera devant la cour d'assises pour répondre au meurtre de ces 2 anciens lieutenants, Ménard et Hayman, qui ont tous les 2 été exécutés sous ses ordres, même si leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Deuxième, on parlera du viol et du meurtre d'Angélique Chauviré, 32 ans, joggeuse française installée à Saint-Martin, tuée en 2006. En 2020, condamnée par défaut à 30 ans pour Angélique. En 2022, à la perpétuité pour Maynard et Hayman. Mais cette fois, du 22 septembre au 1er octobre 2025, il sera jugé dans le box. L'isolement sera total à Bemao. Peut-on vraiment dire zéro risque face à un homme qui s'est déjà évadé? Les autorités préfèrent parler de redondance plus d'isolement. Il n'y aura pas de détails macabres dans cette vidéo, pas de spéculation sur le verdict. On s'en tiendra à ce qui est acté à l'audience et communiqué officiellement au fur et à mesure. Après des années de procès par défaut, Ketron Fortune affrontera enfin la justice guadeloupéenne et ceux qu'il a laissés derrière lui. Je publierai un récap des audiences et des décisions parce qu'au-delà des faits divers, il s'agit surtout d'une question.
On croit toujours que les tueurs en série ont eu une enfance détruite le plus souvent, famille violente, chaos, abandon. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Prenons le cas de Catherine Fortune, dit Kochi, une mère aimante, des frères intégrés, pas de drame majeur. Et pourtant, il revendique le podium de l'horreur. Alors, comment on passe de la normalité au crime en série? J'ai mené l'enquête dans la tête d'un psy. Le psychologue Raphaël Spéronel parle de micro-rupture. Pas un grand trauma unique, mais une accumulation de petites cassures invisibles. Ces frustrations deviennent un poids mental, un psychotrauma diffuse et un jour ça cherche une sortie, une décharge brutale. Chez Fortune, comme chez d'autres, on retrouve une double mécanique rare. La psychopathie qui est l'incapacité à réguler son monde intérieur et la sociopathie, besoin de se projeter ses troubles sur les autres. Mélangé, ça donne un leader négatif, charismatique, intelligent mais capable de frapper à tout moment. Ce qui m'a le plus marqué dans cette idée, pour certains, tuer n'est pas seulement une pulsion, c'est une addiction. Comme une drogue, la tension monte, le meurtre apporte une jouissance, un soulagement, puis tout recommence. Une spirale sans fin. Exemple de Fortune, meurtre d'un technicien pour une simple contrariété. Mais curieusement, ces individus ne s'en prennent presque jamais à leur famille. Elles aseptisent leur violence, c'est dehors que le danger commence, dès qu'on les frustre. On pourrait espérer qu'avec le temps, la prison, la réinsertion, la violence s'éteignent. Mais non, l'expérience criminologique montre que dès qu'ils reviennent au contact du monde réel, tout remonte. Nous pouvons avoir des cas comparatifs comme Fouquet, qui recommence après chaque peine, ou encore Thierry Paulin, addict à l'argent et à la violence, qui continue jusqu'à sa mort du sida. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Le psy est clair. Ce ne sont pas des malades au sens médical, mais des êtres au fonctionnement dérégulé, dont la seule issue est de protéger la société en les isolant. La vraie question, c'est: est-ce que ces profils trouvent un jour ou un autre un chemin que le craint? Faut-il accepter que pour certains, tuer devienne leur seule façon de respirer? En tout cas, derrière les barreaux de Bemao, Fortune attend son procès. Les familles espèrent des réponses, mais dans le fond, ce que cette affaire nous dit, c'est que parfois, le vrai mystère n'est pas ce qu'ils ont fait, c'est pourquoi ils ne pouvaient pas faire autrement. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter pour le référencement et surtout pour avoir encore plein d'autres histoires dans l'actualité afro-caribéenne. Vous pouvez aussi cliquer ici ou encore ici pour voir mes autres vidéos sur ma chaîne. Merci et à la semaine prochaine.